Et on attaque la troisième partie de ce podcast anniversaire. Alors là, on vous a gâté pour la fin. C'est les Stettler et Waldorf. Ça va être un peu la troisième partie un peu vieux du Muppet Show. Parce qu'autour de la table, on a donc Nicolas Demar, monsieur les news à Nico, qui a toujours 12 000 news. Et le grand retour, parce que ça fait plein de fois on vous dit ah bah ouais il aurait dû être là et tout, mais il finit sa BD, il a terminé sa BD, enfin une des deux. Ouais. Laurent Libessard, copain de finissage, ouais. On vous a parlé de Alix sans lui, mais on vous en a parlé, donc voilà, là il est là. Donc voilà, donc là ça va être, on continue sur le même principe, coup de cœur, coup de gueule, plaisir coupable, incompréhension. On est que 3, mais bon c'est normal parce que Nico va beaucoup parler, donc on a prévu. Allez, moi je n'ai rien trouvé, je suis un peu en panne. Mais bon, en gros c'est vrai que Nico et moi, là il vient de finir, mais on a loupé pas mal de podcasts parce qu'on était de toute façon en bouclage tous les deux. Je suis confusion en tant que programme là, face au programme, et bouclage. Aussi, et puis, on va y arriver battu. Puis là, moi je décalque Troll et Légendes ce week-end. Donc, alors c'était bien Troll et Légendes. Ouais. Petit débrief rapide. Plein de monde le samedi, pas grand monde le dimanche. Des jolis cosplays. Bah tu sais, après moi quand je dédicace, Ok. j'ai vu passer, j'ai pas vraiment eu le temps d'en profiter. Mais non, par contre là j'y suis allé avec la petite et Pau, et la petite s'est éclatée tout le week-end. Donc sa compagne et sa belle-fille. Donc du coup, de toute façon, dans tous les cas, c'était gagné. Moi après. Non, et toujours aussi bien quand tu vas dédicacer en Belgique et en Néerlandie, parce que quand tu proposes du payant, les gens en face ils te disent ouais. Ah oui, donc voilà. Oui. Et donc, sans forcer, en fait, c'est-à-dire que je fais la dédicace. C'est-à-dire que s'ils te demandent un truc plus poussé, voilà. tu dis. J'ai mon petit panneau, je fais ma dédicace de base pour les gens, et s'ils veulent plus, c'est proposé, et c'est pas cher, mais c'est juste par principe. Moi, je pense que c'est le bon. Les gens sont patients, et du coup, j'en ai même refusé à la fin parce que j'étais claqué, que j'avais pas envie de leur faire du caca. Donc j'en ai refusé 4 ou 5 à la fin, donc c'était, voilà. C'est même pas forcément pour le principe de... C'est vraiment pour proposer aux gens, s'ils veulent, et... Oui, et ils sont super réceptifs de ce côté-là. Mais ça marche aussi, ça commence à marcher aussi en France. Hein. Oui, je pense. Après, je le fais pas partout. Donc Troll et Légendes, c'était bien. Troll et Légendes, c'était bien. Je pense que eux étaient contents en tout cas. Donc, je pense. Moi, j'y suis avec le samedi. Après, le dernier gros salon que j'ai fait, c'était la foire du livre de Bruxelles pour la sortie d'Alix, justement. Et j'ai proposé ce truc-là. Donc, une dédicace basique offerte. Et si les gens veulent quelque chose de plus évolué, D'ailleurs, il faut que je change mon panneau, je crois que j'ai mis gratuit, je suis un gros con. Non, il faut que je mette offerte. Oui, non, je sais bien. Gratuit offert, mais j'en profite pour le rappeler que justement, un dessin qu'on vous offre n'est pas gratuit. Non, les dédicaces sont offertes, ce sont des cadeaux. Et du coup, ils étaient assez surpris et un peu pas forcément très sensibles à ça sur le stand Casterman. Et donc voilà, si les gens voulaient une dédicace plus élaborée, ouais. Et au final, ils ont vu ça en pratique. C'est-à-dire que par exemple, moi, quand il y a un gamin qui vient faire dédicacer quelque chose, il a pas d'argent et il a quand même une jolie dédicace qui est basique mais qui est pas bâclée. Ah oui, et, et au final, ils se sont rangés à l'idée que c'était pas bête et que voilà quoi. Et d'autres auteurs qui n'avaient pas du tout réfléchi à ça. Ouais. Moi j'en parle depuis un bout de temps, j'en ai encore parlé ce week-end avec les potes auteurs aussi, il y en a pas mal qui se disent qu'effectivement ils vont peut-être s'y mettre ou quoi que ce soit. C'est une solution. Après moi je sais qu'il y a des festoches où je sens que ça va pas être le bon public, c'est un petit truc, ou qu'il va y avoir trop de monde aussi, et du coup je me dis quand il y a trop de monde je peux pas me permettre de passer une demi-heure sur un truc, parce que sinon je vais mourir. Donc je le fais pas partout, des fois je suis pas en forme donc je le fais pas, des fois j'ai pas envie, parce que je me dis non là ça me prend le chou, c'est ça aussi en fait, c'est donnant et ça marche, ça faut voir, c'est expérimental pour l'instant, ça fait un bout de temps que je fais ça, tu le fais aussi? Ouais, je le fais aussi. On a commencé à peu près en même temps de toute façon. Il y avait des publics très différents, et voilà, quand j'ai que un public familial, et je gère mes fils, parce qu'effectivement quand je vois que j'en ai 3-4 qui veulent une payante, je fais passer en priorité les gratos, voilà, parce que du coup pendant que je fais une payante, j'en fais 5 ou 6 gratos, enfin offertes, voilà.
Donc, Voilà. Bon, par contre, là, je pense que les gens ont vite capté qu'on était les deux vieux du Muppet Show. On vient de partir en... Alors, madame, moi, alors je l'ai fait payante à partir de tel niveau. On va passer à la suite. ouais. Parce qu'il y a pire. Moi, j'ai déjà vu Laurent. Là, il a la pudeur de pas le dire. Mais Laurent, c'est quand il dédicaçait Montréal, c'est tu l'as venu, d'accord, c'est Mais il a raison, raison. Alors, avant, je faisais ça, et maintenant, déjà, je ne dessine plus de tétons en festival. Que des têtes. Sinon, il y en a plusieurs qui vont aller m'en demander, même si c'est payant, du coup, ça change totalement le public. Effectivement, oui, Montréal, ça a été un des trucs où tu as encore des gens qui viennent me la demander, comme à la page 32. Ah, c'est la scène où elle est nue. Oh. C'est parce que vous l'avez vraiment bien réussi, là. Oui, voilà, c'est ça. Non, oui, c'est aussi par le public de Montréal que je fais ça. Et là, je le fais avec un public qui n'est pas du tout le même sur la jeunesse d'Alix. Alors que moi, je te l'ai demandé la case juste avant, dans la petite robe un peu de pouf. Là, ça compense. Les deux premiers podcasts que j'ai fait de la sociologie avec Eve et le deuxième avec Claire, donc là, je me lâche un peu. Du coup, les gens ils s'en foutent peut-être, mais justement, c'était pas vu depuis que tu avais l'album qui était sorti, que tu avais dédicacé les premiers, et du coup, t'as quoi en face? Alors, on avait peur. Donc l'album, je le rappelle, j'en ai parlé. C'est Alix Origine. Alix Origine. On s'amuse avec le scénariste Hervé Bourgne et la coloriste Marc Bourgne. Marc Marc, si tu nous écoutes. C'est parce qu'on a parlé d'Hervé Bourgne. Voilà, c'est ça. Alors, avec Marc et Florence Torta à la couleur, on s'amuse à imaginer la jeunesse d'Alix. Donc Alix a 16 ans dans la série principale, 15-16 ans quand ça commence. Et là, on l'imagine à 10 ans. Et le but, c'est d'aller parler d'Alix à un jeune public et de ne pas parler à son lectorat habituel qui a soyons gentils, entre 40 et 70 ans. Ouais, c'est large là. Et là, on essaie de parler à des gamins de 10 ans. On avait une grande peur, c'était que, les fans de 40-70 ans trouvent que ça ressemble pas à Alix et s'en foutent, et que les gamins de 10 ans ne sachent pas qui est Alix et s'en foutent. À chaque fois en dédicace, alors c'est peut-être pas représentatif de tout, mais à chaque fois en dédicace, j'ai des fans de 40-70 ans qui l'achètent pour leur gamin ou leur petit-fils ou leur neveu. C'est cool. Du coup, ils l'achètent pas pour eux parce que ça leur va pas du tout la tête qu'il a Alix et le trait c'est pas le même. Mais ils se disent que peut-être si leur neveu, petit-fils ou fils lit ça, plus tard il ira à Alix et là pour le coup c'est gagné parce que c'est ce qu'on voulait faire. Ok, ouais, c'est cool. Donc c'est cool. Je sais pas quel impact ça a sur les ventes complètes, mais un plutôt bon accueil quand je rencontre les lecteurs. Ouais, mais du coup, t'as pas forcément du J'ai pas du ronchon. T'as pas du ronchon ou que d'une enfant en face. Voilà, non, c'est ça. J'ai parfois des gamins, qui connaissent pas du tout, et c'est super rigolo en fait, parce qu'ils prennent ça comme une nouvelle création, ce qui va les amener vers un univers qui est déjà très étendu, donc c'est pas mal. Non, c'est cool. Bon voilà, c'était un truc qui avait absolument rien à voir avec son Non, mais c'est très bien. Vous inquiétez pas, je vous ai laissé faire. Non, mais c'est bien. On attaque, on change un peu. Ça peut être, c'est pas mal. On va attaquer là vraiment le planning, mais c'était un peu l'introduction. De toute façon, on a dérivé à chaque début. Vous êtes. Mais alors toi, du coup, la vie. Moi, tout va bien. Je suis dans mes maquettes Lego. J'ai fini la maison du Dr Strange. J'attaque ma pizzeria. Là, tout va bien. Ce qui est vrai, hein. Là vous croyez que je blague, mais c'est vrai. Je suis en train de faire une pizzeria en Lego. Mais bref, donc oui, on va attaquer par toi, Nico. Oh là là, mon Dieu. Coup de cœur. Ah ouais, ça va être le plomb. Ok, coup de cœur. Fais un résumé, tu nous as un peu expliqué. Ouais, non, mais voilà. Bon, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas, tant pis. Je suis rôliste depuis maintenant, depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis avant Mireille Dumas. Voilà, pour que les vieux vont comprendre la référence et voilà. Merde, moi je la comprends. J'avais j'avais déjà parlé de toute façon dans des podcasts précédents de la résurgence donjon, y compris via Twitch et tout, et les jeunes générations qui s'y mettent. Et il y avait un vrai mouvement. Alors là, je suis vraiment vieux Twitch, ok. C'est le YouTube du jeu vidéo. Ça permet de regarder non, du e-sport. c'est pas du YouTube parce que c'est du direct. C'est du oui, direct. oui, voilà. mais ok, c'est de la retransmission. C'est voilà. l'Eurosport de l'e-sport. C'est une espèce de voilà, tu peux créer ta chaîne et faire du, mais pas que, parce qu'il y a Jimmy par exemple, oui, mais c'est un résumé. Du coup, pour revenir au jeu de rôle, ça a permis à ce que des tas de gens regardent du jeu de rôle sans forcément faire. Et voilà. Et du coup, il y a quelques années, était apparu un ovni sur la chaîne Geek & Sundry, qui était donc la chaîne qui avait été à l'époque créée par Philly Shadday et Will Wheaton. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Ok, Philly Shadday, tu vois qui c'est, non? Non. Ah mince.
Elle fait partie de la bande à Whedon, c'est la rousse. C'est celle de comment de. Elle est aussi dans Supernatural. Oui, non, d'accord. C'est aussi celle de la série un peu jeu de rôle. Ouais, et c'est The Guild en fait surtout. The Guild, voilà. D'accord, ok. Donc ils avaient un vrai background en fait à l'époque déjà de web-série et de public sur YouTube et tout. Et ils avaient monté une chaîne qui depuis s'est fait racheter et tout. Mais bon. Et donc en fait il y a un groupe il y a un groupe de voice actors en fait, donc de doubleurs aux États-Unis. Qui sont tous super connus en fait dans leur domaine. C'est si jamais vous avez déjà joué aux jeux de Blizzard en VO, comme c'est mon cas, ou que vous avez regardé des séries animées Star Wars ou quoi que ce soit, enfin voilà. Il y a aussi notamment Ashley Johnson qui est dedans, qui fait aussi partie de la bande à Whedon puisqu'elle était dans Avengers et dans Dollhouse, qui est la voix de la fille dans The Last of Us, pour laquelle elle avait été récompensée. Enfin voilà, on va dire que des gens qui se croisent souvent et au niveau du jeu de rôle ensemble. Au niveau du doublage, doublage, clarifié, en fait, on les voit en train de faire une partie. Voilà. En fait, ils avaient déjà une campagne depuis 2 ans. Chez eux, ils jouaient. Campagne de jeu de rôle. Campagne de jeu de rôle. De donjon. On va parler d'une autre type de campagne. Voilà, ils avaient leur propre campagne de jeu de rôle et entre voice actors, donc en fait en plus entre personnes qui ont l'habitude d'improviser, qui viennent tous du théâtre, de l'impro, du doublage, du jeu vidéo et tout. Et donc Will Beaton et Phil Shaday, apprenant ça, il leur avait dit venez jouer chez nous et tout. La seule condition qu'ils avaient donnée c'était on veut bien, mais on fait ça comme à la maison. C'est-à-dire que c'est filmé non-stop. Il faut une pause au milieu, mais c'est pas monté. Voilà. Ils voulaient pas de contraintes en fait. Ils voulaient que ça change rien pour eux. Oui, et que quand il y a des temps morts dans la campagne, ils font que des jets de merde. Voilà, c'est ça. Et Ils voulaient pas que ce soit monté. Ils voulaient pas que ce soit monté, ils voulaient pas que ce soit scénarisé. C'est totalement improvisé. C'est du vrai donjon. Ils jouent comme à la maison. C'est Donjons et Dragons. Mais effectivement, le fait est que aussi parce que Geek & Sundry, budget et tout, par rapport à d'autres, ça veut dire le son, ça veut dire qu'ils ont actuellement, là, il y en a qui avaient fait un calcul, ils avaient un épisode à peu près qui coûtait 10 000 € à produire, parce qu'il y a plusieurs caméras, parce qu'ils ont des micros, pour toutes les personnes, y compris des micros pour la table aussi, pour les jets de dés et tout, enfin voilà, ça reste une caméra embarquée dans les dés, tout ça. Non, mais il y a une caméra, il y a des caméras spéciales pour au-dessus pour voir parce qu'ils jouent effectivement aussi avec les filles. Comme la table est grosse. Ils sont au début quand ils ont commencé ils étaient 8, maintenant ils sont plus que 7 parce qu'il y en a un qui est parti. Joueurs. Ouais. Donc effectivement pour les combats t'es obligé d'avoir un minimum de mise en place et tout. Et quand ils partent dans leur délire, leur connerie, enfin voilà, c'est pas monté. Et ça a cartonné en fait. Alors attends, parce que moi, moi je fais des campagnes avec des vieux de mon âge et chacun doit repartir très loin après chez lui, donc on s'arrête et on fait pas de partie de plus de 4 ou 5 heures. Ouais. Non, là en gros les sessions font entre 3h30 et 5h30. D'accord, oui, donc ça reste assez... Et c'est toutes les semaines. D'accord, ça reste relativement court par rapport à une vraie campagne. Par rapport à une session où effectivement comme tu n'arrives pas à être retrouvé régulièrement avec les potes, tu vas jouer toute la journée 8 heures. Ouais. Là c'est des parties c'est des sessions de 3h30, 5h. D'accord. Et du coup ça a cartonné dès le début. Voilà, je sais plus où j'en suis du coup. Là t'as expliqué le principe et du coup ils ont décidé. Et ça c'était il y a 4 ans. Ouais. La première campagne s'est terminée avec les persos, ils en sont arrivés à l'épisode 154. Ouais, donc t'imagines fois le nombre d'heures pour les gens qui sont en retard, qui veulent rattraper. Il y a beaucoup de gens du coup maintenant qui s'y mettent aujourd'hui qui rattrapent même pas la première campagne. Game of Thrones, c'est Roupis en mais voilà. Il y a eu une deuxième campagne qui a commencé en janvier de l'année dernière. Donc on a commencé au niveau 1, actuellement on doit être à l'épisode 55-56. Ils sont au niveau 8-9 à peu près. Ça part dans tous les sens. Et en fait, ils ont fini par se détacher de Geek & Sundry parce qu'ils se sont rendus compte que la communauté était énorme, ils ont monté leur propre société, produits dérivés, etc. Ils se diffusent eux-mêmes maintenant sur YouTube, sur Twitch. Ils prennent du coup, c'est eux qui récupèrent les abonnements. Et puis une partie de Geek & Sundry, blablabla. Et puis ils avaient envie parce que ça leur permet aussi du coup de toucher à plein de leurs rêves et de leurs passions, et notamment l'animé. Parce qu'ils en viennent tous. Et donc il s'est dit, on va les proposer aux boîtes autour. De faire un animé sur les parties. Parce qu'il faut savoir par exemple qu'il y a déjà un comic book chez Dark Horse. De leur partie, de leur campagne. Non, de ce qui se passe avant. Qu'on n'a pas vu en fait. Okay. De ce qui se passe
dans la partie les 2 premières années qui n'ont pas été enregistrées. Voilà, qui n'ont pas été enregistrées. Et ils avaient fait un comic book, ça a super cartonné. Du coup, il va y avoir une 2e saison. Donc voilà. Et là, il s'était dit, on va aller voir les sociétés pour leur dire, ça vous dirait pas de faire un animé avec, une série animée ou quoi que ce soit avec les standards des animés, avec nos persos. Maintenant, ils se sont fait envoyer chier de partout. Et puis surtout, quand tu vas voir une boîte en leur disant, alors en fait, on fait du jeu de rôle et on a nos persos et ça nous dirait bien. Les mecs ne comprennent pas quoi. Alors après, on leur a parié au nez parce que tout le monde les connaît. Mais du coup, ils se sont dit, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Et ils ont lancé une campagne Kickstarter. Pour faire là c'est plus une campagne de jeu de rôle. C'est plus une campagne de jeu de rôle, c'est une campagne Kickstarter. Et ils se sont dit on va faire un petit objectif, un animé, on va faire un animé de 22 minutes avec donc les persos de la première campagne. Et ils avaient calculé, ils ont des potes dans les boîtes de prod, ils prennent des vrais animés, ils veulent faire ça bien et tout. Ils avaient calculé à peu près 700 000 $, pardon, de besoins. Je pense qu'ils se doutaient qu'ils allaient les éclater. Enfin, moi, quand ils ont lancé la campagne, je savais qu'ils allaient les éclater. Mais je pense qu'ils n'avaient pas prévu vraiment ça. Quel point Ouais. Et donc, il y a combien du coup au bout de 3 jours, ils étaient déjà à 3-4 millions. Et à la fin de la campagne, ils étaient à un peu plus de 11 millions. Ils sont à 11 350 000. Ça fait un beau budget pour un dessin animé, ouais. Donc au fur et à mesure, déjà, ils sont pas passés. Du coup, ça sera plus en 22 minutes. Là, ils vont faire 10 épisodes. Ah, puis même la plateforme bancaire qui accueille ça, quand t'as 11 millions qui arrivent sur un truc, tu dois avoir des limitations. Ça a été compliqué. Moi, je sais plus combien avaient récolté les noobs, mais c'était assez impressionnant. Si c'était pas à ce niveau-là, et ils ont galéré auprès de PayPal pour récupérer l'argent. L'argent a été en otage un moment. Quand tu dépasses certains montants sur les plateformes de financement participatif, c'est pas fait pour, et du coup ça bloque au niveau des banques parce que derrière ce sont des banques. Pas eux, c'était sur Ulule. C'était pas. C'est différent. Kickstarter a l'habitude de ça. Je vous renvoie, Fabien Fournier, le noob avait fait un super où il avait tout expliqué étape par étape. C'était PayPal qui bloquait. Ils ont eu l'argent, mais ça a mis un petit moment, ça c'est pas fait comme ça. Mais Kickstarter c'est différent, je te rappelle qu'il y a eu des campagnes pour Shenmue 2 dessus ou quoi, ils ont l'habitude de gérer les grosses sommes. D'accord, tu ne me rappelles pas, tu me l'apprends. Ouais, d'accord. Non, mais il y a eu des campagnes pour des web-séries, pour des films carrément, pour des chats qui explosent, pour des saisons, je sais plus. Il y avait un jeu de cartes avec des chats qui explosent, genre ils avaient quoi faire les cartes en or, quoi. Ils avaient récolté l'argent. Et donc effectivement, ils ont claqué les records puisqu'ils sont déjà dans le top pour leur catégorie, mais ils doivent être dans le top 6, top 5 ou 6. Et donc ils font un épisode de 22 minutes où chaque minute durera 1 heure. Non, du coup ils ont rallongé, ils vont faire une série, ils vont raconter d'autres arcs qui n'étaient pas prévus à la base. Ils vont faire plus de 10 épisodes, ils vont faire 10 épisodes minimum. Je rebondis un peu parce que tu parles de Felicia Day ou Will Wheaton. Je connaissais mieux Will Wheaton que Star Trek et à cause de Big Bang Theory. Oui, aussi, parce que c'est vrai qu'il a... Dans Big Bang Theory, c'est l'ennemi héréditaire de Sheldon. Ouais. Celui qui n'a pas voulu signer, qui est parti trop tôt et qui n'a pas signé son jouet de Star Trek de lui. Et du coup, il lui a fait la tête. Et c'est pas lui qui l'insulte en Klingon Si, c'est ça. Et qui est aussi un vrai geek. Qui est un vrai geek. Et lui clairement... c'est un vrai joueur de plateau, genre de jeu de rôle et tout. Une orientation sur sa carrière à mort là-dessus. Qui joue dans Star Trek. Ouais. Et qui joue un gamin... Non, il jouait dans Star... C'était... il est tout jeune, Will Wheaton. Il jouait dans le Next Generation. Next Generation avec Data et... C'est pas lui qui joue un gamin qui est placé parce que ses parents lui ont payé l'école, un truc comme ça, non? J'avais eu un genre de résumé où au début il est pas très populaire comme personnage. Oui, effectivement. C'est le personnage qu'on déteste, quoi. Il avait... alors je me souviens plus trop parce que j'ai pas vu tout Génération. Mais effectivement, c'était pas le perso le plus facile d'accès au départ. Ouais. Toujours est-il que lui, entre Big Bang Theory, Star Trek, ça... Mais comme Felicia Day avec The Guild déjà à l'époque et tout. En convention, à mon avis, lui, la file d'attente, elle doit être impressionnante. Tu vois... Et voilà. Non, mais c'est super cool. Et du coup, c'est la meilleure démonstration du monde qu'effectivement le jeu de rôle en ce moment ça revient à fond et que le pouvoir des communautés parce que finalement ils ont récupéré 11 millions, il y a 90 000 backers. Ce qui est relativement beaucoup parce que ce qui veut dire, alors c'est qu'une moyenne, mais ça veut dire en moyenne presque 1000 boules par mais donc comme je te disais, il y a aussi il y a certains paliers qui sont pas paliers, qui étaient très hauts. Il faudrait voir le don médian en fait. Ouais.
Et y compris des gens de la communauté qui, comme moi, en fait, je voulais, et en fait, la campagne, et puis à chaque fois, je disais, je ferai ça demain, et au final, j'ai rien mis, parce que la campagne s'est arrêtée, voilà. C'est arrêté genre le soir, ou 2 jours avant que je boucle, donc, voilà. Ouais. Et je comprends tout à fait. T'étais dans le tunnel. Donc voilà. D'ailleurs, il y a bientôt, pour faire un peu de publicité, et on l'a entendu là dans la première partie du podcast, il y a Philippe Cardona qui va bientôt lancer son Ulule. Probablement quand je publierai, il sera lancé. Le 26 avril. Le 26 avril, il le lance. Donc peut-être que vous écoutez ce podcast bien après le 26 avril, vu le temps que je vais mettre à publier. Et donc vous pourrez participer au financement de Sentai School tome 8. Ouais. Donc, parce que le tome 7 est sorti. Parce que le tome 7 est sorti. À tous ceux qui l'ignorent encore. Celui-là n'a pas été fait avec est sorti. Vous pouvez l'acheter, oui, parce que c'est un running gag. Je sais pas, je l'ai pas vu. Voilà, Philippe, si tu nous écoutes, promis, on a bu un peu trop de bière, mais c'est pas pour se moquer. Hein, non, moi je suis juste malade. Non mais attends, pour le coup, j'ai découvert très tard Sentai School. J'ai entendu parler de Philippe Eflo par Sentai School et Serge Lancer de l'Enfer. Et au départ, en fait, tu vois, quand je l'ai croisé de loin en salon, et du coup, je découvre, ça m'a permis, Sentai School, la réédition, de découvrir tout ça, et moi, je rattrape ça aujourd'hui. Et pour le coup, dès que c'est sorti, le libraire chez qui je vais régulièrement, Manga no Yume à Lille, il m'a dit voilà, hop, le dernier est arrivé, hop, voilà. Et effectivement, j'ai croisé des gens qui en parlaient, qui attendaient le 7, alors que moi je l'avais lu depuis. Ça m'a toujours surpris. Le problème, c'est de toute façon, là on va pas se lancer. Mais le 7 est sorti. Voilà. Voilà, pour les 10 personnes qui nous écoutent, sachez-le. Non, je plaisante. Tu vas faire ta Coralie. Si elle entend ça, elle va pas être contente. Couper au montage, t'inquiète. Non. Même pas. Et donc voilà. Donc on va passer sur ton coup de cœur à toi. Voilà, donc jouer, le jeu de rôle c'est bien. Jouez, mangez-en. Oui, c'est vrai que moi là je suis sur une campagne de jeu de rôle en ce moment. T'as de la chance parce que. Deadland, mais je ne joue qu'avec des gens qui sont plus ou moins dans la musique et du coup on ne joue que en semaine. Surtout tu joues avec des gens qui masterisent pour toi, alors que moi tout le monde joue avec moi. Toi tu masterises. Ah oui, non. Et que du coup quand t'es en bouclage, et ben. Moi je suis joueur. Moi je ne suis que joueur. Je joue une bonne sœur alcoolique en ce moment. Oh Deadland. Oh ouais, Deadland c'est cool. C'est encore le système avec les cartes. Oui. Et les jetons de poker. Pour pouvoir essayer de contrecarrer tes lancers de dés de merde. Et on en fait beaucoup. On est spécialiste là-dedans. Mais oui, non. Le jeu de rôle, c'est bien, faites-en. Pour le coup, ça ressemble à rien. Si vous n'avez pas eu d'overdose, parce que moi, j'avoue, je fais partie des gens, je pense que je suis pas forcément formaté pour ça, tout ça, et j'en ai peut-être à un moment, un peu par mode, j'irais peut-être pas jusque-là, parce que c'était pas à la mode, mais un peu par suivisme, on va dire, de mes amis, j'en ai fait beaucoup. Et je pense que je m'en suis un peu écœuré à ce moment-là. Faudrait que je m'y remette. Puis t'as plein de trucs qui durent qu'une soirée. Moi j'avais joué une fois à Brain Soda, qui est un truc film de série Z, c'est le thème. Oh, c'est cool ça. Et du coup, tu as 2 types de trucs. Tu peux avoir perdu la partie et t'être fait dézinguer la tronche. Alors c'est un genre de slasher. C'est un slasher movie. Mais c'est pas ça, c'est que si tout le monde s'est fait tuer, mais dans le bon ordre et que ça correspond aux critères d'un film de série Z, tu as gagné la partie. Si ton personnage est mort au bon moment, si ton personnage c'est la petite amie du héros et que tu meurs de telle et telle manière et ceci et cela, si au moins un des personnages féminins a pris une douche. Ouais, bon après moi si tu me dis on a perdu, on a gagné, c'est plus du jeu de rôle pour moi, mais bon. Voilà. Non mais pour le coup, si tu veux, tu peux. L'objectif n'est pas de survivre, ça peut être de mourir avec brio. Et donc Brain Soda, c'est des parties qui ne durent qu'une soirée. Le genre de truc qui pourrait te plaire. Faudrait qu'on te fasse des de temps en temps. Parce que du coup, c'est plus forcément des parties sur 25 mais en fait, soirées. Et puis ça te permet tellement d'explorer ce qu'on n'est pas. Je pense qu'il y a vraiment... moi, je fonctionne beaucoup par phase. Alors, ma sœur me dirait que les phases, elles s'accumulent quand même. Mais... Regardez Lego. Tout va bien. Tout va bien. Mais c'est vrai que en fait, les Magic, les jeux de rôle, j'ai toujours l'impression que ça correspond à une autre partie de ma vie, tu vois.
Ah oui, non, mais là, Brain Soda, par exemple, enfin, rien à voir. Et le système de jeu est hyper simplifié, parce que mais on va pas se prendre la pour moi, tête. c'est l'époque, je jouais aux cartes Magic, je faisais des jeux de rôle, tu vois, c'est pas forcément lié, hein, tous les jeux. Ouais, non, mais je comprends. Mais je sais pas, moi je me dis rôliste un jour, rôliste toujours. Mais il y en a pour tous les goûts. Ouais, bah de toute façon, oui. Mais je pense que je l'étais pas et que je l'ai fait un peu par suivisme. C'est possible, ouais. Et vous remarquez comment j'ai relancé sur le jeu de rôle pour ne pas parler de mon coup de cœur, parce que je n'ai pas d'idée de coup de cœur. Enfin, si, j'ai des idées de coup de cœur. Vas-y, allez, lance-toi. Mais après, Pierre m'a dit que c'était des coups de cœur de tous les temps. Bah oui, tu peux faire. Mais t'es pas obligé, moi, la campagne, c'était la semaine dernière que c'est terminé. En récent, moi, j'ai fini il y a pas longtemps parce que je suis en retard et je le mets quand j'encre et pas quand je dessine, parce que c'est deux modes de concentration différents. J'ai fini Voltron, qui pour le coup, vu la manière dont ils le font, Netflix. Et la série Netflix, donc Voltron sur Netflix, ça a l'air d'être la dernière série et ils closent le truc. Ça fait partie des trucs qu'on avait envie de chroniquer. C'est accessible pour les gens qui connaissaient rien du tout, genre. Exactement, c'est totalement accessible pour les gens qui connaissent rien du tout. Ils font des tas de références hyper pointues à plein de trucs de Voltron que je ne connais pas, ou alors que je connais qu'à travers les jouets, et ça n'empêche rien. Vu que c'est fait par le même studio que She-Ra, moi je suis plutôt. Alors, moi personnellement, positif. Là j'ai envie de le relancer sur She-Ra parce qu'il était pas là quand on en a parlé. She-Ra, c'est vachement bien, mais c'est trop pas pour moi. Non, c'est pas ça. Moi, non, mais personnellement, voilà, j'ai regardé. Il y a les mêmes thèmes. Par exemple, pour simplifier, She-Ra, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'ils abordaient des thèmes qui sont abordés dans Voltron. Mais moins bien. Mais avec moins d'élégance, on va dire, parce qu'ils essayent de tout mettre en une seule saison. Et il y a des choses où tu dis oui, alors est-ce que j'ai. Enfin voilà, c'est pas dans l'intrigue, pourquoi vous m'expliquez ça Alors là, ceux qui veulent regarder Voltron et ont peur des spoils, bouchez-vous les oreilles. Par exemple, un des héros principaux est gay. Ça n'est pas un sujet, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'à la fin tu vois que pendant la guerre il a perdu son copain et ils sont tristes parce qu'il a perdu son copain et personne fait oh mais tu avais un copain, je ne sais non, c'est pas un sujet. Et déjà ça c'est un sujet que ce soit pas un sujet. Enfin, ça tu retrouves ça dans She-Ra dans She-Ra elle a jamais Attends, quand ils invitent c'est parce que c'est un bal de promo, donc là il y a avec les clichés de bal de promo, il est quand même vachement maniéré le perso. Au bal de promo il y a deux filles qui y vont ensemble sans que ça pose aucun problème. Voilà, mais là c'est une saison et ça m'a l'air un peu rushé. Faut voir la deuxième. Et là, la deuxième arrive en mai. Dans Voltron, ils abordent tellement de sujets que les méchants, qui sont les méchants, quelles sont les motivations des personnages. Ils changent les équipes. Enfin, ils n'ont pas peur de complètement chambouler le truc, c'est-à-dire que tu redémarres pas forcément la saison suivante au point où t'en étais à la saison précédente. Ils mélangent les couleurs. Ils mélangent des couleurs, mais comme dans la machine qu'il faut pas faire. Littéralement, et c'est bien dessiné. Les scènes d'action sont bonnes, les thèmes abordés sont très vastes et pas faits de manière outrancière, c'est-à-dire que c'est toujours en fond. Et du coup, la mener comme ça, la finir et faire en sorte qu'elle se finisse et qu'on puisse pas la continuer. Moi je suis assez admiratif pour le coup de pas aller tirer à la ligne, de pas en... et il y a des moments où je me disais mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une nouvelle saison de Voltron, et ils allaient réexplorer des nouveaux trucs à chaque fois, ou des choses des petites graines qui avaient été semées à la saison 1 et on va comprendre pourquoi à la saison 7. C'est super bien foutu. Faudrait que je regarde. Avec en plus là encore ceux qui ont peur des spoils, barrez-vous, leur technologie est récupérée par des humains et qui en font des vaisseaux, et je trouve que ça rappelle Macross. Non, pour le coup, les casques des mecs qui pilotent les vaisseaux, ça ressemble un peu à des genres de becs d'oiseaux. Il y a leurs 5 oiseaux qui s'assemblent pour faire un vaisseau. Je sais pas du tout où est-ce que ça pourrait aller. Je ne vois pas du tout de quoi on parle. Et j'ai trouvé ça super parce que tu l'as... Mais ça n'est jamais dit. C'était le même univers à l'époque, je pense pas. Non, je pense pas pas. Du tout. Je pense pas. Ça m'étonnerait pas qu'ils essayent de le fusionner. Mais littéralement, ils t'amènent ça en plus de manière... C'était bien, GeForce. C'est très très... Et dans le genre série adulte à l'époque, c'était pas mal. Qu'en comics, là, je pense à ça parce que quand tu parles association, là en comics, apparemment, il y a le comics des Maîtres de l'Univers qui va être relancé en même temps que le comics des Thundercats, les Cosmocats, avec une série partagée qui va faire démarrer Ils partagent déjà les mêmes moules de jouets depuis 2-3 ans. Et très franchement, dans les années 80, quand les jouets Thundercats, Cosmocats, sont sortis, déjà t'avais du mal à te dire c'est pas Musclor. Ah non, celui-là c'est. Tu confondais les méchants, tu les confondais, c'était un peu la même tronche.
Et oui, non, ça en même temps, même Ra et Skeletor déjà, ils sont pas un peu cousins. mais c'est des univers qui sont. C'est pas, mais le fait que dans Musclor tu aies plusieurs planètes et le fait que dans Cosmo 4 tu aies plusieurs planètes, ça rend tout à fait ça possible. Bah oui, mais tout à fait. Surtout qu'en plus enfin les Thundercats ils sont expatriés, ils se crachent en fait, enfin ils se sauvent, ils se crachent en fait. Voilà. Donc, ça, tu pourrais très bien te dire que finalement ils se crachent sur Eternia. Ils le font dans plein d'endroits. Sur un autre continent. Ils le font dans plein d'endroits. En ce moment, ça peut être pas forcément une bonne idée à la base. Mais moi qui suis une licence qui est non justement les Transformers en comics, ils ont fait un énorme boulot. Ils ont réintégré toutes les licences de Hasbro dans une seule continuité. Donc tu as les G.I. Joe qui se battent sur Terre quand les Transformers arrivent et qui essayent de défendre la Terre. Et une partie des G.I. Joe, un certain Matt, s'occupe de récupérer, d'essayer de copier les technologies Transformers, et ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas faire le robot complet, mais au moins ils peuvent transformer leur véhicule en truc plus cool. Est-ce qu'il avait fait un scooter, le premier truc qu'il fait? Et les G.I. Joe sont envoyés à la poursuite d'un robot perdu qui s'appelle Rome. Oui, et ils ont réintégré Rome, ils ont réintégré Action Man. Et je déteste Action Man. Bah, Action Man, c'était déjà pas. C'est Hasbro, c'était pas lié, mais. Non, pas du tout. C'était l'anti-Big Jim en fait. Ouais, ils ont fait un gros boulot là-dessus. Et pour le coup, voilà, tu peux te dire, c'est commercial, ils vont essayer de mettre toutes leurs licences dans le même truc. Oui, sans doute, c'est le but d'origine. C'est plutôt bien écrit. Bah, ils savent à qui ils s'adressent, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est bien écrit, c'est bien fichu. Ils ont même ramené les Visionaries, par exemple. Ouais. Et dans le passé des Transformers. Et voilà, là pour le coup, s'il y a des mecs qui font une bonne histoire. IDW fait vraiment du bon boulot voilà. avec ses licences. Hein. Moi, je vais pas parler d'une autre licence sur Armoker. Ça fait un bout de temps qu'il est gère. Hein. Alors, c'est vrai que là, il y a fait chez IDW qui est vraiment bien. Qui vient gérer. Un coup de cœur me vient, du coup. Mon petit poney. Non, c'est pas ça. Mon petit poney RPG. C'est que là, je parle du comics des Transformers. Je plaisante pas, il y en a un. Comme pour Voltron, les gars qui écrivent le comics Transformers ont décidé d'y mettre un terme. Et donc, ils ont un arc qui a été lancé il y a 13 ans. Enfin, ils ont un univers qui a été lancé il y a 13 ans. Ils ont lancé plusieurs arcs assez importants dessus. Et là, ils ont décidé de le clore. Donc, ils vont redémarrer un nouveau comics Transformers qui n'a rien à voir. Dans la nouvelle continuité avec Hasbro. Tu veux dire qu'ils rebootent, en fait? Ils rebootent le truc, mais surtout, ils décident de mettre un terme et ils prennent un risque parce que moi, là, de ce que j'en ai lu, le nouveau, j'aime pas. Et je vais sans doute pas le prendre tout de suite. Mais du coup, leur univers, ils décident de le garder cohérent et de le clore tant qu'il est encore bien, et tant qu'ils ont développé des personnages intéressants. Et c'est celui avec Hasbro qui vont clore? Oui, non, mais Hasbro est toujours associé chez IDW. Non, mais oui, mais c'est celui qui, avec les G.I. Joe, Rome, tout ça, qui vont clore. Oui, qui vont clore. Oui. Et où ils ramènent justement tous les personnages dans la fusion. Enfin, ils font un truc à la Marvel, où tu vois, où tu as tous les univers. Et ils vont plutôt faire un truc à la Crisis chez DC. Non. Non, pour le coup, là, il redémarre. Et c'était quand même payé Alex Ross pour une gigantesque couve avec tous les personnages. T'as assez de ressources dans l'univers Transformers et assez de reboots dans l'univers Transformers, quasiment tous les 3 ans en dessin animé, il est rebooté. Ouais, bah donc c'est pas. Enfin, 13 ans en comics pour les Transformers, c'est énorme. Ah, mais hallucinant. Tu t'adresses pas au même public. Plus du tout, mais t'as des gens qui reviennent C'est pour ça que la série animée, il les reboot régulièrement, parce qu'à chaque fois, il s'adresse aux jeunes qui, du coup, regardent plus ou entendent. Enfin, voilà. Et avec, pareil, comme pour Voltron, des thématiques qui peuvent se permettre sur les Transformers qui m'ont toujours étonné. Parce que moi, à la base, c'est des jouets, hein, et j'attends pas plus que ça. Et toutes les fictions que j'avais lues étaient mauvaises, que ce soit le dessin animé des années 80, hein, les autres fans de Transformers, je suis désolé, mais je n'aime pas du tout ce dessin animé fait par Sunbow. Transformation. Non. Mais il y a quand même l'île des Dinobots, quoi. ce triple épisode. Le seul truc qui me l'avait sauvé un peu, c'était le Animated. Et pour le coup, là, ils ont surtout développé des choses que je ne voyais pas en Transformers et qui sont pourtant là de manière évidente. Ils parlent, c'est un exemple simple, du déterminisme social. Tu es un robot, tu te transformes dans un véhicule. Le véhicule dans lequel tu te transformes va déterminer ta place dans la société et tu n'as pas le choix. Ça, c'est dans Animated. Non, c'est dans le comics que ça a été développé. Et du coup, tu as des gars qui vont lutter contre ça et qui disent non mais attends, moi je suis d'accord, je me transforme en foreuse, mais je suis pas un mineur, je suis un poète. Donc ta gueule, je vais être poète. Ah oui, parce que c'est pas comme dans les films, ils peuvent pas se rescanner dès qu'ils croisent. Non, mais même quand ils se rescannent, ils ont quand même un véhicule qui correspond toujours à la même fonction. Et du coup, là, dans un truc aventure un peu punchy, avec des explosions, des trucs et des machins, ils abordent le thème du déterminisme social et que
tu n'es pas forcément... Enfin, ta destinée, tu peux la maîtriser. C'est des choses... Enfin, voilà. Tu n'es pas forcément destiné à forer. Et du coup, des thèmes hyper intéressants, et le fait que les scénaristes choisissent de le clore et de ne pas tirer à la ligne. Voilà. Pour moi, là, c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur qui dure 13 ans, et ça fait 13 ans que je suis la série. J'ai pas encore fini de la lire parce que je suis en retard sur une BD. Je sais que, du coup, quand tu es en retard sur une BD, tu ne lis pas de BD. Mais voilà, enfin là, je suis content de voir aussi que du coup, ça va pas mal tourner. Et que s'ils redémarrent quelque chose après, j'accroche pas, mais au moins l'univers que j'ai apprécié et les choses qu'ils ont faites, ça ne tournera pas mal. Après, pour Voltron, c'est très bien. Après, le reboot dans les comics, je me méfie toujours un peu parce que si ça marche pas, au bout de 6 mois, ils reviennent à la... Il y aura des éléments qui reviendront, mais là, pour le coup, c'est pas possible et ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Donc c'est ce qui est bien. Bah, tu vois que t'en avais des coups de cœur. Ouais. Mais il y a un cœur, il faut pas croire. Il fallait se lancer. J'ai un cœur, monsieur. Et il bat au même rythme que le vôtre. Là, c'est trop geek comme citation. Non, là, c'est pas geek du tout. Et il pompe du diesel. Mais c'est... Attends, tu viens de citer Giscard. Ouais. Oui, Giscard qui avait été mis dans la parodie des deux vieux du Muppet Show. Oui. Et on revient au début. C'était geek comme référence. Hein, Giscard et Le Canuet, et De Fer. Et De Fer. Là, on a perdu tout le monde. On est d'un haut niveau quand même. Muppet Show, parodie du Bébête Show. Non, Bébête Show, parodie du Muppet Show. Donc il y avait deux vieux dans le Muppet Show. Mais qui fait... Après, dans la partie 1, féminisme et cosplay. Après, dans la partie 2, sociologie et Japon. Dans la partie 3, Transformers et déterminisme social. Voilà. Franchement, il y a du niveau dans le podcast. Ah ouais, non, mais ouais. On est bien là. Bon, moi je vais aller très vite pour mon coup de cœur, parce que là on est un peu long, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu savais très bien qu'on serait long, tu l'avais dit. Oui, je l'avais dit. Donc, on va. Moi, mon coup de cœur, j'ai donné un coup de cœur comics et un coup de cœur série télé, un peu les trucs fondateurs, un coup de cœur de tous les temps. Je vais pas redire Dragon Ball parce que je l'ai déjà dit plein de fois dans toutes les émissions, l'amour que j'ai pour Toriyama. Mais j'avais envie, une des séries fondateurs. Dr. Slump. Dr. Slump, ouais, voilà. Dragon Ball, ouais. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord, mais regarde, ils sont tous là. Oui. Donc voilà, en fait, quand je reviens, je me rends compte que j'ai toujours été plus fan d'animation américaine, au final, que d'animation japonaise. Moi, j'ai finalement très peu regardé la 5, très peu. Mais il y a un truc, j'ai bloqué, mais tout de suite, quand je l'ai vu, et c'était devenu un de mes favoris, ce qui fait que quand c'est ressorti en manga, il y a 4-5 ans, je les ai rachetés. Watu. C'est Wingman. Ah ouais. Parce que Wingman, c'est quand même, quand t'es gosse, c'est quand même le summum du fantasme. Quoi. Bah ouais. Rappelle-moi, c'est celui qui doit se dessaper entièrement avant de passer son costume? Non, c'est pas celui-là. Je confonds. Wingman, c'est le mec qui tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il aime les riders, les Metal Heroes, tu sais, XOR, tout ça. Ouais. Et il a bloc, il fait les positions et tout le monde se fout de lui, il a un vieux costume en tissu, tout le monde se fout de lui. Et un soir, il rentre chez lui. Et il y a un vortex qui s'ouvre, il y a une gonzesse à moitié à poil qui lui tombe dans les bras, qui est en soutif culotte. Il la ramène chez elle est inconsciente. Chez lui. Il la ramène chez lui. Et là, il trouve qu'elle a un cahier. Et il dit tiens, je vais dessiner mon héros, j'ai plus de papier, et il dessine son héros. Sauf qu'elle vient d'une autre dimension, que c'est quelque chose qui s'appelle le cahier des rêves, et que tout ce qu'on dessine dedans prend forme. Comme Death Note. Et donc, non, mais je sais. C'est plus comme les Magical Girl, mais version garçon. Et donc, il écrit son super-héros, il a fait un costume tout pourri, et Wingman. La fille se réveille, il lui explique un peu, mais il devient... Et bien sûr, elle est pourchassée par des monstres venant d'une autre dimension. Voilà. Mais personne ne le sait, parce qu'à chaque fois, le temps se fige. Et donc, il affronte les gens en Wingman, mais personne ne le voit. Donc, il reste un nul pour la plupart des gens. Il ne peut en tirer aucun bénéfice. Et j'ai lu... Donc, la série animée est finalement assez différente, même si la fin est un peu, comme souvent dans les trucs de l'auteur, j'ai un petit trou, je crois que c'est Katsura, mais je suis pas sûr. Et donc... c'est bien possible. C'est Katsura, je pense. Ouais. Et donc, il est vraiment... c'est le summum du fantasme d'un gamin, quoi. C'est-à-dire que... C'est quelqu'un a beaucoup de séries de l'époque, cela dit. Genre Genre Lamu... Ouais, mais là, mais non, parce que Lamu, il se transforme pas. Là, mais il a quand même la fille... Enfin, bref. T'as tout le truc, il rencontre à un moment l'acteur qui joue une espèce de parodie de XOR. C'est une nom des conseils. Donc voilà, et lisez-le. Je les ai en DVD, je les ai achetés en DVD, faut que je les regarde. Ça date, hein. Mais... Je lisais ça quand j'étais au lycée. Et faut le lire, c'est formidable. Voilà. C'est vraiment un des trucs fondateurs pour moi, et je l'ai relu. Et honnêtement, il y a plein de choses fondateurs où tu les regardes, et il y a le côté Madeleine de Proust, et tu te dis,
Ouais. Alors là, j'étais gosse. Tandis que là, franchement, c'est bien. Et là, les petits que vous avez entendus, en fait, c'était Nico en train de faire les poses de Wingman. Qu'il a l'air de bien connaître. Hein, Ah ouais, non, mais effectivement, ça me rappelle plein de trucs quand on parle là. Je les ai lus. On a son prochain sujet de cosplay, le Wingman avant le cahier des rêves. Ah, bah c'est ma vie de tous les jours. Hein. Un peu ça. Donc voilà, moi j'ai voulu être voilà sur coup de cœur. Donc on va passer au coup de gueule. Ah mon Dieu. Plus concis là, Nico, hein, que sur. Si t'en as pas. Ouais, non, on va le partager avec Laurent. Du coup, je vais laisser parler Laurent. Oui, alors parce que moi, à la base, je voulais parler d'un truc scandaleux, c'est les auteurs de BD en retard et qui ont plusieurs années de retard sur leur BD et qui ont ça toujours ne m'est jamais arrivé. Qui ont toujours pas fait le tome 9 de leur série de Rousse à Grossin et que les lecteurs en ont marre, quoi. Voilà. Mais il y a eu quelque chose de plus important. On n'a pas le même dire call, hein. Moi, voilà. C'est un vrai coup de gueule sérieux. C'est un vrai coup de gueule sérieux, mais pour le coup, c'est le même qu'il y a 2 ans et c'est le même qu'il y a 4 ans. Là, il y a une réforme pour nous qui se prépare. C'est un truc chiant. Ça parle des retraites. C'est putain de chiant. Sauf que on est une profession, les lecteurs et les gens qui suivent notre travail se rendent pas forcément compte, mais on est beaucoup, par exemple, à vivre sous le seuil de pauvreté. Moi, j'en suis sorti il y a pas très longtemps. Ouais. T'as 33 ou 37% des auteurs, voilà. Des auteurs tout court, hein, qui vivent sous le seuil de pauvreté. 53, tu disais 52, 53 quand tu te contentes des femmes, et tu dois avoir de toute façon plus de la moitié de la profession qui n'est pas au SMIC. Qui n'est pas au SMIC, voilà. Et donc, avec des couvertures sociales très limitées. Enfin, pas inexistantes, mais on va dire limitées. Voilà, et pas adaptées à ce qu'on fait. Et là, on a une réforme des retraites qui va se mettre en place. Une énième, parce qu'on s'est déjà lancé des réformes avant. On va être rattaché de manière automatique à un régime commun avec d'autres professions, sauf que c'est pas du tout adapté à ce qu'on fait et qu'on va passer de... Alors, c'est un projet de réforme, donc il n'est pas encore bien établi, mais ça nous ferait passer de 17-18 à 28% de nos revenus annuels. Donc c'est comme 2 mois de revenus qui disparaîtraient d'un coup. Alors moi, perso... Après l'IRSEC, déjà, qui nous en a piqué un il y a 2 ans. Voilà, alors... là, je le précise, moi, je ne suis pas contre participer, contre payer des impôts, enfin, voilà, il faut participer ensemble. Sauf que quand tu es en dessous du seuil de pauvreté, c'est un peu compliqué. Et quand c'est pas concerté avec toi, c'est un peu compliqué. Là, moi, j'annonce... j'ai regardé un peu comment ça se passait. J'ai fait le tome 1 d'un album qui s'appelle Alix Origine. Je suis en train de travailler sur le tome 2. Si d'ici 2020 cette réforme passe, je ne ferai pas le tome 3 parce que je n'aurai pas les moyens. Mais littéralement, j'arrête. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que moi, ça remet en cause le fait même. Alors, j'ai consacré ma vie au dessin. Je ne peux pas imaginer faire autre chose que du dessin. Mais là, de toute façon, pour payer mon loyer, il va falloir que j'arrête de faire de la BD. Sinon, ça ne marchera plus. De toute façon, actuellement, si tu veux être auteur, il ne faut pas être célibataire. En tous les cas. Oui. Enfin, alors voilà. Et là, nous, on est un peu chiant quand on parle de ça parce que c'est pas forcément un problème qui touche directement les gens qui font le travail. Mais en gros, si vous appréciez notre travail, ce boulot pourrait disparaître très bientôt. Et c'est pas le seul. Et c'est pas le seul boulot. Et là, nous, on parle BD. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à demander des avantages ou à garder des avantages. On est juste à demander à ne pas disparaître en tant qu'auteur de BD. C'est-à-dire que on a. En fait, ils ont envie de nous traiter comme tout le monde, alors que déjà, on n'a pas de patron. On est. Oui, non, mais voilà. Directement, il n'y a pas de patron. Bah non, il n'y a personne qui paye nos. Enfin, on n'a pas. Non, bah non. Il y a pas. Personne qui paye des charges. Ça veut pas dire que t'as pas de patron. Oui, bah non. Bah non, on a un client. Techniquement, l'éditeur, c'est un client. Mais bon, bref. Oui, sauf que c'est un client plus ou moins exclusif. Bah, c'est. Ouais, voilà. Non, mais oui, non, mais. Bon, voilà, en tout cas. Mais je veux dire, il paye pas, lui. Là, je voulais en faire mon coup de gueule parce que pour le coup, je vois souvent des gens qui comprennent pas la situation dans laquelle on est ou qui sont surpris ou qui voient pas en quoi ça les concerne. Surtout sachant qu'en plus, et qu'il y a déjà beaucoup d'autres soucis en ce moment pour des tas d'autres métiers. C'est que le nombre d'auteurs qui prennent leur retraite, mais c'est que de chi quoi. Enfin, on va payer, en plus la réforme, on va se retrouver à payer beaucoup plus pour une couverture qui va être bien moins, parce qu'il y en a qui ont fait les calculs, au final on va payer plus pour moins de points. Pour gagner moins. Ouais. Et en plus les points vous rapportez moins. Oui, non mais... Et les auteurs la prennent jamais. Et quand tu veux la prendre, si jamais tu continues de créer... Tu peux pas. Donc, et en fait ce que tu vas gagner en créateur, ça va être en partie défalqué enfin voilà. Non, c'est un système absurde et qu'il faut réformer, sauf que là c'est réformé sans nous. Il y a beaucoup d'autres catégories socio-professionnelles en ce moment, je sais, qui sont touchées par plein d'autres réformes. Ouais. Après, si vous êtes sensible à ce qu'on fait, vous devriez au moins
essayez de vous renseigner là-dessus et peut-être en parler autour de vous si vous croisez votre député. Ouais. Allez, et puis allez sur le site de la Ligue des auteurs. Voilà, le site de la Ligue des auteurs pro qui parle un peu de tous ces problèmes. C'est-à-dire que là, c'est pas notre petite situation à nous qu'on essaye d'améliorer. C'est la création en France. C'est-à-dire, voilà, est-ce que plus tard, on a envie qu'en France, on ait que la traduction de manga ou de comics? J'adore les mangas, j'adore les comics, j'en ai lu beaucoup. Mais j'ai pas lu que ça. Non. Et voilà. Il faut se rendre compte que, que le livre pour enfants et la BD, et surtout la BD franco-belge, ça reste une exception. Partout ailleurs, ça a disparu en Europe. Pendant longtemps, il y avait l'école suédoise, il y avait l'Italie a encore pas mal de fumetti et tout avec la presse, ça sur. Alors en dehors des fumetti, les auteurs italiens ils viennent chez nous. Faire publier en France. Pareil pour les Espagnols. Et aux États-Unis. Voilà. Et surtout aux États-unis en ce moment, parce qu'il y a une vraie école italienne. Enfin bref. Mais on est une exception parce que quelque part, ça avait été aussi protégé pendant des années. Protégé, oui. C'est-à-dire qu'on était dans une situation pourrie, mais pas trop. Vivable. Ça avait été un. Oui, et puis si je me souviens bien, il y avait Lang qui avait fait un truc autour de. Y compris le prix unique du livre qui avait aussi sauvé le livre, hein, faut être honnête. Disons qu'il y a le livre, je sais pas, qui a sauvé les librairies. Qui a sauvé les éditeurs, faut se rendre compte qui a sauvé les éditeurs. Non, qui a permis aux éditeurs d'être gros et d'être solides. Et Glénat, c'est un des plus gros éditeurs européens. Par exemple. Parce que là, c'est pas que de la BD, c'est aussi tout ce qui est musique. Ouais, là, c'est encore autre chose, c'est que tu as aussi plein de micro-éditions en France. Mais c'est aussi la richesse du truc, quoi. Mais toute la BD allemande, les 3/4 de la BD italienne, une bonne partie de la BD espagnole, parce que pendant longtemps, il y avait notamment une belle école des BD. Tu peux élargir, hein, on peut dire exactement la même chose avec le cinéma. Le cinéma a pas disparu à l'étranger, mais la BD argentine. En gros, il reste le franco-belge, on va dire en grosse production, il reste le franco-belge, le manga et le comics dans le monde. On est une exception, clairement. Voilà. Et en ce moment, on se prend attaque sur nos revenus et nos droits et compagnie. Sachant que derrière, il y a une grosse industrie quand on parle on peut parler des éditeurs, des distributeurs et des diffuseurs. Enfin, il y a tout un pan de l'industrie française qui est très rentable et qui marche grâce à ça. La culture rapporte, je sais plus, je ne sais plus des chiffres, je ne vais pas dire de conneries, mais la culture rapporte genre 10 fois, comme tu dis, 10 fois l'automobile au niveau du PIB. Ils finiront par simplement traduire des œuvres étrangères qui sont déjà rentabilisées. Tu sais, je pense que quand Kirkman a annoncé la fin de Walking Dead, il y a Guy Delcourt qui a pleuré, quoi, vraiment, alors qu'il ne pleure pas souvent, tu vois, je pense. Mais parce qu'il va perdre sa vache à lait. Dans les Walking Dead et les légendaires de chez Delcourt. Tu as le droit à un devoir de réserve, vous avez le droit à un devoir de réserve. Des vaches à lait. C'est moi qui le dis, c'est moi, Pierre, le lecteur, qui le dit. Des vaches à lait, il y en a un paquet aussi en ce moment. Donc, Oui, non mais voilà, là pour le coup, c'est une profession qui est assez difficile, Et là, on est vraiment en danger. Là. Si je devais être raisonnable, j'aurais arrêté depuis des années, mais c'est ma passion. Là, ma passion suffira pas et voilà. Il y en a pas mal qui ont déjà arrêté. Il y en a plusieurs. Enfin, oui, voilà. C'est pas une menace en l'air. Voilà, on va s'arrêter là sur ce coup de gueule. C'est plutôt encourager les gens à prendre conscience de ça et à se dire que c'est pas une petite profession comme ça qui va être assimilée aux autres et qui va perdre ses privilèges. Là, on va juste essayer de survivre en fait. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est ça, c'est déjà dur de payer le loyer. Et bon, voilà. Et on s'arrêtera avant de commencer de parler de la convergence des luttes, mais bon, c'est autre chose. Et on a dit qu'on n'arrivait pas sur la politique. Bah oui, c'est compliqué à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait surtout pas en parler. Donc voilà, bon, moi il faut que j'enchaîne après ça. Ce qui n'est pas forcément simple, avec un coup de gueule. Ouh là là. Non, moi en fait j'ai un coup de gueule, mais c'est plus c'est une occasion manquée, mais c'est un coup de gueule. C'est quelque chose que je trouve triste. Moi je suis un vieux con, hein, c'est podcast vieux con on a dit. Donc, oui c'est ça, moi je suis la troisième partie. C'est très attaché à la vraie télé, à la télé avec des heures, tout ça qu'on regarde. Après on peut regarder en replay les choses, mais je trouve la télévision ce qu'on appelle le flux.
qui est malheureusement maltraité, dans lequel il y a beaucoup de merde et de choses, c'est de pire en pire. Et il y avait une chaîne qui était pas trop mal, qui a changé en cours de route, qui était déjà moins bien que ce qu'elle a été. Tu parlais de France 4. Voilà, c'est ça. Il y a une chaîne qui était très bien, qui s'appelait France 4, que je regardais beaucoup, qui Ça. diffusait des concerts, qui diffusait du sport moins accessible. Clairement. Du sport moins accessible que pas diffusable sur les grandes chaînes, donc pour le coup une vraie mission de service public. Des séries en VO. Des séries en VO, des séries qui diffusaient aussi, par exemple, je me rappelle un été, ils ont été premiers toutes les audiences avec je sais plus combien de téléspectateurs, avec un téléfilm de la Warner qui a été diffusé, je crois que c'était le Trône d'Atlantide de mémoire, qui a été diffusé avant sa sortie en Blu-ray DVD. Complètement par hasard, hein, parce que Warner France l'avait pas sorti assez vite, enfin bref. Et puis qui diffusait Doctor Who. Qui diffusait Doctor Who, qui avait produit HeroCorp, qui avait produit Last Man en animé. Effectivement. Et alors il y a eu une première décision qui a fini d'enterrer la chaîne, c'est de dire ah non, parce que la définition, j'aime bien, c'est qu'ils osaient pas dire chaîne geek. Ouais. Donc ils disaient chaîne laboratoire. C'est ce que c'est. Oui. C'est... Tous les trucs alternatifs. Voilà, tous les trucs qui étaient pas forcément grand public, mais intéressants quand même. Et donc ils ont dit chaîne jeunesse. Alors c'est bien parce que ça leur a permis de supprimer les blocs jeunesse sur France 2, France 3, et ils ont mis des après-midi entières. Ils ont relancé les minicums, ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée. Bon, j'ai regardé, c'est très mauvais. Mais l'idée était louable à la base. Mais voilà, et il y a quasiment une bonne partie de la production d'animation française qui est diffusée sur France 4. Faut le savoir, et qui essaie de... Après, on peut en penser ce qu'on veut, on peut trouver que c'est bien. Et c'était quand même une bonne alternative. Et là, il y a un jour une dame qui s'appelle Delphine Arnott, qui est arrivée, qui a décidé déjà de créer une nouvelle chaîne, donc une chaîne d'information. Parce que le service public avait loupé la coche des... Et là, clairement, ils ont créé France Info. Et donc là, ils vont supprimer France 4. Bon, finalement, c'est repoussé un peu parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient signé des accords. Il n'y avait pas déjà France 24 pour ça ? Quoi ? Il n'y avait pas déjà France 24 France 24, c'est à l'international. Mais oui, ils auraient pu à la limite renforcer France 24. Je suis d'accord avec toi. Et non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Nico. Et donc, après, ça ne veut pas dire que je trouve que France Info est une mauvaise chaîne. Non, mais oui, non, mais... Je ne juge pas la qualité de la chaîne. Hein, c'est... Et donc, bah là, pour faire grimper France Info dans la grille, parce qu'elle est perdue dans les numéros et tout, derrière BFM, LCI, pareil, qui a été mis en clair. Je préfère pas en parler, ça va m'énerver. Et donc, en gros, ils vont supprimer France 4, et ils vont dire, non mais de toute façon, alors, avec un concept très bien, c'est, non mais de toute façon, ça ne diffuse que des programmes jeunesse. Et les jeunes ne regardent plus la télé, ils regardent sur Netflix, tout ça, donc autant qu'on mette que du replay. Et donc France 4 alors si ça s'appelle encore France 4, va devenir une plateforme gratuite de diffusion de dessins animés sur Internet. Ah oui, et alors oui, les gens pourront toujours regarder le contenu. Par contre, la rémunération du contenu ne permettra plus de financer le contenu. Exactement. Bah oui, parce que du coup... et donc, il y a beaucoup de studios d'animation qui sont... Donc l'animation en France, c'est mal barré. Quoi. Vraiment menacée par la fermeture de France 4. On en revient un peu. C'est complètement lié. De toute façon, et donc voilà, tout ça pour des... De toute façon, on en parlait un peu avant le podcast sur la télé, tout ça, dire que déjà, moi, je trouve ça complètement con, d'une manière générale, que quand il y a un bon président du service public, on est obligé de le changer au bout de 4 ans parce que c'est le service public, il faut changer. Je comprends pas. TF1, M6, c'est les mêmes dirigeants depuis 20 ans, c'est toujours Taverneau depuis quasiment la création. Ouais. Pourquoi, si un mec, ça marche, on ne pourrait pas le garder? Il y a plein de boîtes où... d'investissement public où c'est les mêmes PDG. Pourquoi il faut absolument le changer tous les 4 ans quand le pouvoir politique change, hein, on va pas se leurrer, hein, comme ça ils mettent un mec à eux. Mais donc voilà, donc moi je trouve que c'est un immense gâchis parce que cette chaîne aurait pu être, je pense, sur la TNT un peu un pôle geek ou autre. Enfin, je pense qu'elle l'a été à un moment. Elle l'a été complètement. Elle l'a été à un moment. Alternatif, oui. Là, moi, pour le coup, ce que j'y voyais, ça me faisait penser à ce que je voyais pendant l'année où mes parents s'étaient abonnés à Canal+, et où j'ai découvert, par exemple, les surprises. Donc Canal+, qui passait des programmes courts entre 2 films, et où j'ai découvert des courts-métrages, des choses que je suis allé chercher ensuite, qui m'ont vraiment ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Comme le Dicyclone aussi, c'était une... Voilà, et pour le coup, là, sur France 4, je retrouvais de tomber sur Archer, enfin des séries... complètement que je n'aurais pas l'idée d'aller voir, et que maintenant je vais chercher sur Netflix. Et que j'imaginais même pas que ça passerait en France, Archer. Mais voilà, d'aller faire un peu de l'alternative. Est-ce que c'est pas eux qui avaient donc elle va pas être supprimée tout de suite.
France 4. Mais c'est mal barré, quoi. Parce que, non, en fait, ils vont la supprimer après les Jeux Olympiques de 2020 parce qu'ils ont signé un contrat avec un nom. Parce qu'elle décide de supprimer une chaîne, elle dit c'est à telle date, puis après, il y a le service des sports qui vient taper. Madame la PDG, oui, en fait, vous voulez supprimer la chaîne, mais on a un petit problème, c'est qu'on a signé pour les JO, et si vous supprimez la chaîne, on perd le contrat, et ils nous remboursent pas. Parce qu'en fait, on a dit qu'on diffusait sur un nombre de chaînes, c'est dans le contrat. C'est obligé, oui. Donc ils ont complètement repoussé la date Juste de pour fermeture, ça, mais c'est... juste pour les JO, mais elle est pré-programmée, la mort est pré-programmée, quoi. Acté, Et quoi. ils vont supprimer France O par la même occasion aussi, la chaîne de Donc, tous les l'outre-mer. studios d'animation. Et oui. Donc ça c'est encore un autre sujet, on va pas se lancer là-dedans. Ouais, mais. Convergence des luttes comme il y a. Ouais. Non, mais là, de toute façon, en ce moment, c'est. Donc voilà, donc toujours tout ça pour dire, c'est C'est un coup vraiment de gueule. n'importe quoi. France 4, ça fait chier, parce que ça aurait pu être un truc de fou, et ça l'est déjà plus depuis quelques années. Mais c'est toujours pareil, hein, quand tu veux tuer, tu l'accuses d'avoir la rage. Hein. Mais oui, mais c'est ça le Parce que problème. après, Voilà. c'est vrai qu'il parle. Ils suppriment France 24 pour mieux la sauver, non, j'imagine. Non, non. Parce qu'après, c'était deux fonctionnements différents. Là, ils disent les jeunes vont sur Internet. Le problème d'aller voir des trucs sur Internet, c'est que... Tu vas voir que ce qui t'intéresse. Et Internet ne te suggère... Enfin, les grandes plateformes ne te suggèrent que ce qui t'intéresse et tu restes déjà. en vase clos. Et tu restes en Voilà. vase clos. La télévision, parfois, Tu tu perds ne la choisis curiosité. pas Ouais. ce que tu vois. La sérendipité disparaît. Hein. Mais c'est ça qui fait suer les gens. Hein. Et c'est ce qui plaît aux gens dans Netflix. Ouais, mais c'est ce qui fait que la culture G en ce moment s'effondre à grand. Enfin, c'est parce que. On a déjà eu le Bah ouais. débat 100 fois. Ouais. Voilà. Voilà. Renseignez-vous sur la sérendipité, en passant. Et... Mais au niveau, hein, au niveau. Ouais, non, mais ouais. Bon, bah on va passer au plaisir coupable. Mon dieu, je sais pas, j'en ai Là tellement. j'ai deux puristes. Alors. Ah, si, toi t'as des plaisirs coupables. Mais non, j'en ai tellement. Est-ce que c'est vraiment des plaisirs coupables? C'est des séries. J'ai plein de trucs. Moi, j'adore. Alors attends, revenons à la définition Ouais. de plaisir coupable. C'est-à-dire quelque chose qui est entre guillemets conspué d'une manière générale et que toi tu regardes et tu te dis quand même c'est pas mal, mais au fond de toi tu sais quand même qu'il y a un problème. Par exemple, j'ai fait en plaisir coupable les séries AB. Je sais particulièrement. Ouais, mais je regarde pas des trucs pourris comme ça, moi. Ouais, mais voilà. Donc Pierre sait que c'est pourri, mais il les regarde avec plaisir quand même. Mais pour une fois, il vient de l'admettre. Je l'ai toujours admis. C'est un grand Ah pas non, pour non, l'humanité. Ah non, ah non. Si, il a toujours admis. Ah si. J'ai toujours admis que c'était de la... Voilà. Il a mis Honoré de Balzac et AB sur deux plans différents. C'est pas pareil. Donc je sais pas. Donc un truc où tu sais que techniquement c'est pas forcément très bien fait. Non, Mais ça justement, t'amuse quand même. mais des trucs où je sais très bien qu'effectivement, quelque part, c'est un peu facile ou quoi que ce soit, mais que sur lesquels j'accroche quand même et que j'aime beaucoup. Mais j'avais déjà parlé de The Rookie, mais j'avais dit que j'allais le voir en curiosité et que ça deviendrait peut-être un de mes plaisirs coupables. Ouais. Je confirme effectivement que c'est... Mais en fait, C'est une mécanique rodée, mais... c'est une mécanique rodée, c'est facile. Tu te dis que la police a peut-être mis un peu de fond dedans pour Développer son image. pour développer son image ou quoi que ce soit. T'as Nathan Fillion, de toute façon, t'as juste envie hey, tu veux pas être mon pote? Parce que ce mec, même quand il joue un méchant, de toute façon, t'as envie de lui faire des câlins. Enfin, voilà. Donc je confirme qu'effectivement la série, elle est mignonne, elle aborde plein de trucs super intéressants quand même derrière, en fait. C'est ça qui est... Enfin, du coup, je peux pas... Mais c'est quand tu dis plaisir coupable, c'est vraiment le côté... Non mais je te rassure, hein, Claire, son plaisir coupable dans la partie d'avant, pour ceux qui ont écouté la partie d'avant, c'était Hercule Poirot et Miss Marple. Et c'est vachement bien. Mais oui, mais parce qu'elle dit que en fait, il y a un côté, et toi, il y a un côté, tu sais, c'est un peu le problème de... Presque grand public, en fait, voilà. C'est ça. Non, mais c'est pas forcément grand public, c'est... Il y a un côté... tu sais, souvent sur les séries un peu comme Castle, comme Doctor House, tout ça, t'as toujours le petit snob derrière. Bah, t'as Télérama quand même. Ouais. C'est pas Breaking Bad. Ouais, mais connard, Breaking Bad, c'est diffusé sur une chaîne du câble aux US. Et c'est un format très court, c'est fait, enfin, ça a ses spécificités. Là, c'est diffusé sur une chaîne nationale pour un public plus large. Il faut savoir aussi d'où on parle. Ouais, c'est ça, souvent. voilà. C'est un peu, c'est un peu ouais. aussi ce que je reproche à Netflix. Et effectivement, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un plaisir coupable. C'est que c'est un truc qu'on aurait pu voir avec un système de duo, avec une fliquette, des choses qu'on a déjà vues avec d'autres flics. Ouais, pour le coup, il y a 6 personnages principaux en fait. Oui. Voilà. En faisant des recherches sur les acteurs, je suis tombé sur Les Deux font la paire, je m'appelle Petit titre américain, avec une ancienne de Charlie et Drôle de Dame, qui est en duo avec un gars dont on pensait que c'était le pote de Cole Sivers, mais c'est pas le même acteur. Mais c'est pas le même acteur, mais c'est les mêmes. Et c'est la même mécanique en fait. C'est vieux comme mécanique. Les deux font la paire, je sais plus comment ça s'appelait. Comment ça s'appelait déjà
Oh. Mais voilà, avec mais des trucs tellement... Avec le premier épisode où il dépose la valise, il dit sauvez-moi la fin, gardez-moi ça. Et tu te prends ça pour un plan drague alors qu'en fait le mec il est vraiment vraiment la CIA. Il est vraiment espion. Et je n'ai retrouvé par exemple cette série que des années et des années après avoir vu Night and Day, un genre de Mission Impossible 3,5. Hein, c'est un film d'espion que Tom Cruise a fait entre Mission Impossible 3 et 4, entre Mission 2 et... Enfin voilà, et en fait le scénar il est éculé et il existe dans les séries télé des années 80. Mais il y avait une série française aussi comme ça qui s'appelait Espionnette et toi, ou non Sois belle et avec Grâce de Capitani c'est un film qui jouait non, il y avait une série télé où elle jouait une secrétaire de la DGSE et tout. T'as vu Marie Pervenche aussi hein. Non, ça c'est... Marie Pervenche, une émission d'espionnage. Je suis désolé. Je suis désolé. Marie Pervenche, on a sur YouTube, j'en ai regardé. Mais ça c'est pas bon. Mais avec les persos un peu décalés comme ça et donc mais enfin donc des séries plaisir coupable comme ça, je peux en avoir plein. Il y a la première saison de FBI. Supernatural quand même, c'est quand même mauvais, tu le sais. Mais non, mais c'est avec toi qui dis ça. Non, Supernatural, bref, voilà, il y a une grosse de toute façon, ils vont arrêter. Supernatural est devenu voilà, Hermance, je l'ai fait. Parce qu'Hermance elle m'avait dit si tu claques pas Supernatural, non. Supernatural, moi j'apprécie pas, mais je trouve ça beaucoup plus drôle depuis qu'ils ont pris conscience qu'ils faisaient du fanservice quoi. Et quand ils commencent à assumer leur fanservice, alors depuis le début ils l'ont assumé, ils s'en sont toujours moqués. Il y a des épisodes qui sont mythiques de ce côté-là. Mais par exemple pareil, série coupable, j'aurais pu citer FBI parce que c'est pareil, c'est la série qui a l'air un peu facile, sauf et tu te dis ouais, mais elle passe pas en France pour l'instant encore. Mais tu sens les tropes venir, tu te dis ils vont encore. Et au final, le premier épisode, il y a un mec qui pose des bombes, mais en fait c'est un white nationaliste. Il bombe des écoles où vont les blacks. Et tu te dis la série effectivement, elle va prendre les clichés, mais elle va aussi s'en servir en jouer parce que du coup, un des deux agents principaux, il est musulman. Et donc en fait du coup, ça reste quand même grand public, un peu facile. T'as l'impression de voir du SVU ou du CSI, mais en même temps, il y a quand même un minimum de retournement. Il y a des gros clichés, mais ils en jouent quand même. Ils repartent dessus. Donc voilà. Mais c'est des séries un peu faciles, effectivement. Mais là, j'avoue qu'en plus avec le bouclage, j'ai un retard monstrueux dans la série parce que du coup, tu peux te dire, je vais regarder les séries en bossant et passer quand tu t'en fous de ton timing, de passer plein d'heures sur la même case. Mais quand t'es en bouclage, tu peux pas. Donc c'est que de la musique, t'évites le parasitage visuel et voilà. Moi, c'est le problème que j'ai. Pour le coup, j'ai essayé de regarder des séries en dessinant et si les séries sont bonnes, je m'arrête de dessiner. Si les séries, si je continue à dessiner, c'est la série mauvaise et j'ai très vite plus envie de la regarder. Donc j'ai totalement lâché cette pratique. Je suis passé à l'audiobook, c'est bien. Mais il y a des séries avec lesquelles j'arrive quand même à bosser, mais quand je fais de l'ancrage, parce que du coup l'écran est derrière moi. Ce qu'on appelle les séries d'ancrage. Oui, parce que du coup, parce que quand je crayonne sur la Cintiq, l'écran je suis sur mes écrans. Alors que quand j'encre, ma table à dessin, ma table à dessin tourne le dos à l'écran. Donc du coup, les séries effectivement, genre CSI et tout, c'est plus le cas parce que maintenant ils n'existent plus, mais c'est le genre de séries où tu peux te contenter de les écouter. En fait, et pas de les regarder. Mais là, du coup, en parlant des titres, moi, je dis par exemple, oui, j'ai un plaisir coupable, mais non, mais c'est des vieilles séries, c'est genre NCIS par exemple. Pourquoi vieilles séries? Tu sais que c'est encore en cours. Hein. Moi, ça me fait halluciner, mais. Oui, non, mais là. Il reste plus personne, je crois, du cast. Disons que je regardais ça il y a très longtemps. C'était assez bizarre parce que j'adorais les persos. Mais moi aussi, mais j'ai regardé pendant des années. Hein. Surtout McGee, et je détestais leurs propos. C'est-à-dire que leur propos est hyper réactionnaire. Si le méchant il peut mourir, même si c'est par accident, c'est pas grave, au moins il est mort, il est bien fait pour lui. Non, mais oui, du coup, moralement, c'est quelque chose qui me plaît vraiment pas. Et toutes les idées qu'ils essaient de véhiculer ne me plaisent vraiment pas. Mais bon sang, les persos sont super bien écrits, c'est très énervant. Il y a du fond, et les relations entre eux sont vachement bien écrites. Les relations entre persos sont bien foutues, et j'avoue que maintenant je le fais plus, parce que j'ai plus le temps. J'ai fini par arrêter NCIS aussi, mais après des années. Mais pendant des années, je regardais ça, tout en sachant que c'était pas quelque chose que je cautionnais en fait. Non, mais je comprends. Je l'appréciais sans le cautionner.
Ouais, ça pourrait être un de mes plaisirs. T'apprécies le travail qui est fait dessus. Exactement là, ce que tu dis, j'ai exactement le même problème avec New York Unité Spéciale. SVU. Oui. Ouais. Même si ça va mieux, hein. Eux, tu vois qu'ils ont changé de. Oui, non, mais c'est hyper moraliste. Ils ont retourné, par rapport aux premières saisons, ils ont retourné leur veste. Hein. Qui est aussi clairement une série d'encre. C'est des séries que tu peux. T'as pas besoin de regarder l'image. En fait, dans la dernière saison, dans la saison 20, il y a un épisode entier qui dénonce le Pizzagate. Tu sais, le truc, le Pizzagate, c'est une fake news qu'il y a eu pendant la campagne d'Hillary Clinton, comme quoi un de ses proches conseillers, il y avait des mecs, ils commandaient des pizzas et en fait on disait qu'ils commandaient des pizzas. En gros, il y avait un réseau pédophile géré par les démocrates dans le souterrain d'une pizza. Il y a un mec qui s'est ramené avec un shotgun parce qu'il y a cru. Hein. Ils ont fait un épisode, ouais c'est ça, et en fait ils sont partis de ce fait divers là, ils font beaucoup ça ces dernières années dans SVU. Et en gros, pour démonter complètement, les sites de fake news américains, ils essayent de le poursuivre. Et l'épisode est super badant parce qu'en gros à la fin le mec, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts, il y a un mec dont la réputation est ruinée alors qu'il a rien fait, un homme politique, et le mec qui a fait le site, non, c'était putain de liberté d'expression, il a le droit de dire ce qu'il dit, même s'il raconte de la merde, il a le droit, et donc il repart, et la fin de l'épisode c'est le responsable de tout, il s'en sort et il s'en va, et je me suis dit c'est hyper badant quoi en fait. Mais alors c'est peut-être ton point de vue français en fait. Non, pourquoi regarde James Gunn ce qui s'est passé. Bon, finalement Disney ils ont fait marche arrière, mais est-ce que le public auquel il est destiné le prend comme un truc badant? C'est pas. Regarde, je sais bien, c'est pas sûr. Mais regarde ce que tu disais tout à l'heure aussi à propos de Captain Marvel. C'est vrai que sur les terroristes. Pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, là, alors je vous préviens, Pierre s'apprête à faire un spoil sur Captain Marvel. Oui. Fuyez ceux qui ne l'ont pas vu. Dans Captain Marvel, un truc qui m'a. Oui, t'inquiète pas, oui. Où les méchants que tu suis depuis le début, que tout le monde appelle terroristes, d'un seul coup, ils expliquent que non, ils le sont pas, et le héros change de côté. Et donc, tu passes du côté de ceux qu'on appelle terroristes, et j'ai pas réussi à savoir de quoi il parlait exactement. Pour le coup, ça m'a intrigué. Est-ce qu'il parlait d'Al-Qaïda? Est-ce qu'il parlait d'autres terroristes? Est-ce que de quel élément de la culture américaine il parlait? Je sais pas, tu sais, quand tu vois 300, tu peux le lire dans les deux sens par exemple. Hein. Tu peux te dire que c'est aussi une bande de barbus qui résiste à un empire colonialiste qui essaie de les absorber. Il y a toujours des... Là, c'est si tu n'écoutes pas les interviews de l'auteur. Mais qui a expliqué beaucoup de choses et qui sont excusés de beaucoup aussi récemment. Il a fait des interviews intéressantes là-dessus. Mais voilà. Donc moi je l'ai cité, mon plaisir coupable, c'est donc New York Unité Spéciale. J'en ai peut-être déjà parlé, mais bon, Pierre... Mais c'est ça en fait, et des séries comme ça, des séries de boulot, on va dire, j'en ai plein. Alors, New York Unité Spéciale, je m'en mets en jouant aux jeux vidéo. Alors là, pour le coup, en plaisir coupable, forcément, vous l'aurez deviné, moi j'ai aussi Transformers, les films de Michael Bay. C'est-à-dire que ce sont des films où je n'emmènerai pas mon filleul, où je n'emmènerai pas ma nièce, parce que moralement, ça développe des choses que non. Mais il y a des robots qui se transforment quoi. Se regarder un ou deux chapitres du DVD où il y a telle ou telle scène avec des robots qui se foutent sur la tronche. Tu prends plaisir à les regarder quand même? Que par chapitre. Parce que moi je dis, à l'arrière, oui, j'ai pas les trois premiers, mais j'ai pris plaisir à les découvrir, à les regarder une première fois, mais je les reverrai pas. Moi justement, je regarde par chapitre, je suis incapable de regarder le film complet, ça m'insupporte. Littéralement. J'ai vu d'ailleurs une vidéo il y a pas longtemps qui s'amusait à analyser, mais en fait là, si on regarde bien les 5 films de Michael Bay sur les Transformers, le méchant c'est Optimus Prime. Et il te décrit en fait par le menu tout ce que fait Optimus Prime. Il est limite. C'est lui le méchant. Il est limite. C'est lui l'oppresseur. Ouais. Et en fait, ceux qui sont en face de lui, c'est pas aussi clair que ça. Et non, voilà. Il a un côté Pancho Villa, révolutionnaire, qui tue tout le monde. Mais à la limite, que Michael Bay voulu faire un truc comme ça, ok, sur une licence qui s'adresse aux enfants, je suis plutôt dubitatif. C'est là que j'adore ce que Travis Knight a fait sur Bumblebee, où il en fait quelque chose de beaucoup plus accessible à plein de publics différents et sans forcément être complètement hors continuité. Déjà, grosse différence, dans ce film-là, l'héroïne, le personnage humain est une héroïne et elle choisit tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait dans le film sont des choix qu'elle prend contre les autres, contre son environnement, contre... Okay. Quand tu prends les films Michael Bay... Elle se contente pas de se faire choper dans une bagnole et plus rien contrôler derrière. Voilà, et que pas Shia LaBeouf, Sam Witwicky, il ne choisit rien, tout lui arrive. Oui. Et en gros, ce n'est pas un personnage moteur. Et rien que ça, en fait, c'est ce qui fait que regarder ça pendant 5 films, pendant 3 films, il est que dans 3 films, je trouve ça très compliqué parce qu'il fait que...
courir après des trucs. Et donc, Bon, après, il y a les dinosaures, mais bon. moi, je peux pas regarder ces films comme un tout, et je regarde des scènes de temps en temps, comme tu prends des chips, tu vois, je regarde tel ou tel chapitre, et c'est insupportable en tant que film, et je ne cautionne pas, et pourtant, je peux pas m'empêcher de regarder les morceaux. C'est un plaisir coupable. Voilà, Michael Bay, que m'as-tu fait? Oh là là. chose qui ne m'arrive pas du tout avec les films des Tortues Ninja. En plus, on en parle régulièrement des films, notamment du 5, où on est tous les deux d'accord pour dire que... Voilà, quoi. Et tu le mets quand même dans... Alors du coup, j'en reviens à un tout petit coup de cœur. Retenez ce nom, Lindsay Ellis. C'est une américaine qui fait des thèses sur le cinéma en vidéo sur YouTube. Et elle se sert de tous les films de Michael Bay pour faire une antithèse de ce qu'est le cinéma. Et c'est passionnant parce qu'elle prend plein d'approches cinématographiques, formelles, historiques. Elle prend une approche féministe, elle prend une approche marxiste pour analyser Transformers. Et faites très attention, mettez un I et pas un Y à Lindsay Ellis. Parce que si vous mettez un Y, vous allez tomber sur une cosplayeuse qui se met nue sur internet. Et ça va fâcher Armand. Et ça va fâcher Armand. Non. Lindsay, S-A-Y, Ellis, E-2-L-I-S ou E-L-I-S. Comme Warren Ellis. Ok. Voilà. Lindsay Ellis. C'est en américain. Oui, bah oui. Mais elle fait des choses passionnantes, notamment elle analyse pourquoi Bilbo le Hobbit, les films l'ont déçu. Et elle devait en faire un truc en 2 épisodes et elle en a fait un 3e. Oh, pourquoi? Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs un peu méta comme ça qui sont très intéressants. Mais Bilbo le Hobbit, les films, ça pourrait être un coup de gueule, tiens. J'aurais dû y penser. Mais pour le coup, c'est là ce qu'elle fait. Il y a un coup de gueule cinématographique, même pas adaptation, juste. Oui. Je t'enverrai le lien, tu devrais apprécier. Mais pourquoi faire un film pareil? Enfin, bref. On va passer aux incompréhensions. Donc, je rappelle. Pourquoi faire un film pareil? Pourquoi faire un film pareil? C'est pas possible. Donc, les incompréhensions, c'est quelque chose, soit qui marche et vous comprenez pas pourquoi, parce que vous trouvez ça. Soit que tout le monde défonce et vous dites, mais pourquoi? C'est pas si mal que ça. Vas-y, Laurent, parce que moi, je suis perdu. Là. Ouais, mais là, je vais radoter Transformers. Plus je les trouve mauvais, plus ils font d'entrée au box-office. Mais j'ai littéralement jamais compris. Il y a que le dernier qui s'est un peu cassé la gueule, le 5. Mais plus je les trouvais à chialer de nullité, et plus ça marchait, plus ça... Enfin, et ça a été hyper rentable comme licence. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a des gens, si tu leur donnes du... Non, mais après, je peux comprendre. Je suis le premier, des fois, à avoir envie d'éteindre le cerveau. Hein. Et de regarder des trucs... Enfin, j'ai une pile de films de hongkongais d'arts martiaux dans mon disque dur en attente de... Oui, et quand je suis fatigué, pas forcément... Non, des fois, c'est super... J'en ai vu récemment qui étaient vraiment très très mauvais. Enfin, les derniers Jackie Chan, c'est pas que c'était mauvais, mais et j'adore Jackie Chan, mais à un moment donné... Ouais, il a fait des très bons films, mais il a fait aussi beaucoup de merde, quoi. Oui. Ouais, mais du coup, voilà, si je après, parler d'autre chose comme incompréhension... Ouais, c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de trucs récemment qui ont fait des consensus, genre c'est super mauvais ou genre c'est absolument fabuleusement à voir. Tous les gens que je croise détestent les séries Marvel Netflix. Enfin, mais non, pas tous. Si. Non, mais attends, t'en as plein qui disent waouh, Daredevil, génial. Par contre, la saison 2 elle est chiante, il se bat jamais. Oui, mais moi je l'aime bien parce qu'il fait autre chose que se battre et que justement il remet en cause ses coups et que. Enfin, c'est. Là, tu viens de comprendre pourquoi Transformers ça marche. Tu viens de te donner ta réponse. Non, mais c'est c'est pas une réponse, c'est l'incompréhension. Enfin, mais si tu veux essayer de comprendre les humains, là, c'est pourquoi ça marche de mieux en mieux alors que c'est mauvais. Et moi j'aime bien la saison 1 de Daredevil parce que les scènes de baston sont pas trop mauvaises. Et je vais pas dire qu'elles sont excellentes, elles sont pas trop mauvaises. Mais pareil, l'autre Iron Fist, pour moi c'était pas une série de bastons. Donc, les bastons elles sont pas réalistes dans Iron Fist. Oui, ça fait référence au film hongkongais, enfin c'est pas réaliste. Ah ouais, mais c'est ça, tu demandes pas du réalisme dans Iron Man ou dans Thor quoi. Oh, c'est pas réaliste, donc quand il envoie son marteau et ça traverse l'espace. Désolé pour je vais annoncer un truc du MCU, mais ça spoil pas Endgame. Ils préparent un film Shang-Chi pour le cinéma. Ouais. Dans le MCU. Bruce Lee. L'espèce de c'est Bruce Lee. C'est Bruce Lee, c'est pas l'espèce, c'est Bruce Lee. Enfin, voilà. Ok. Là, je suis pas assez bon dans l'univers comics. Et ouais, pourquoi pas. Ouais. Non.
Ou alors décalé, quoi, pour faire se moquer des films d'arts martiaux des années 80. Je pense qu'ils sont capables d'en faire un truc. Ouais, de toute façon, ils m'ont tellement donné. Enfin, il y a plein de fois, je me disais, oh, c'est un peu touchy et tout. Et au final, quand tu vois le truc, c'était. Alors, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais il n'y a pas un film qui est raté. Ouais, mais il y a des trucs où on se disait ça va être compliqué, comme les Gardiens de la Galaxie, mais les comics des Gardiens de la Galaxie étaient bien. La Shang-Chi en comics, j'ai jamais lu de trucs démentiels. Ah, il y a eu des crossovers Shang-Chi Iron Fist qui n'étaient pas inintéressants. Alors, il est apparu chez les X-Men aussi à un moment donné. Je dois encore lire un bouquin que m'a prêté à très long terme Julien Bonarbert, qu'il a trouvé très mauvais au niveau style, avec une bonne histoire, mais très chiant à lire. Et moi, je veux le lire pour voir si ça pourrait être bien adapté. Parce que parfois, quand le style est mauvais, c'est là que tu vas pouvoir t'amuser plus en adaptant. Et c'est peut-être là qu'il y a plus de potentiel, en fait. Quand tu dois être aussi bon que le comics, t'as un défi. Si tu réussis à dégager une thématique, Big Hero 6, ce qu'ils en ont fait par rapport à ce qu'était le comics... Ouais, parce qu'ils ont complètement changé. Voilà, donc pourquoi pas. Mais mais sur la thématique incompréhension. Ouais, moi je suis perdu un peu aussi. Mais un truc récent. Après, on a été très loin sur tous les autres trucs. Il se passe beaucoup de trucs dans le jeu vidéo en ce moment que je comprends pas forcément, pas forcément trop. Il y a pas mal de boîtes qui ont annoncé des licenciements massifs. Mais quand tu regardes bien, en fait, ils vont licencier surtout les pôles marketing, mais pas la créa. Donc, est-ce que les nouveaux médias, y compris Twitch, sont pas en train de complètement modifier la façon dont on vend le jeu, et y compris parce que de toute façon maintenant la plupart des gens ils jouent en démat, enfin sur PC en tout cas. Donc je sais pas trop. Notamment il y a Activision Blizzard là qui a annoncé qu'ils allaient faire un licenciement massif, puisque 8% des effectifs. Ça a fait des gros titres et tout. Le marketing est en train de prendre cher partout. Ouais, mais le traitement était space parce que c'était regardez, Blizzard, Activision Blizzard, ça va mal. Alors qu'en fait, quand tu regardes, déjà 2018, c'est leur année record, c'est l'année où ils ont fait le plus de bénéfices. Par contre, ils prévoient une baisse sur 2019 parce que de toute façon, Destiny, ça s'est un peu pété la gueule, donc ils abandonnent. Et ils ont pas de nouveau titre qui va rentrer. Donc ils savent très bien qu'ils vont pas avoir de vente cette année, on va dire, parce qu'il n'y a pas de nouvelle extension pour WoW, il y a pas de nouveau code, parce que c'est Activision aussi, donc il n'y a pas de nouveau voilà. Donc en fait c'est presque ils ont dit que c'était en prévision de ça qu'ils allégeaient et tout. Et du coup, tu te dis, bon, ils se disent que s'ils n'ont pas de produits qui sortent, c'est peut-être pour ça qu'ils virent le marketing. À côté de ça, ils ont augmenté les effectifs au niveau développeurs, équipe technique et tout, sur les jeux qui marchent à fond. Justement, Code, Hearthstone, Diablo, WoW, Warcraft, Overwatch. Ils se recentrent sur leurs fondamentaux, quoi. Le seul jeu qu'ils sont vraiment en train d'abandonner, c'est Heroes of the Storm, où là ils ont baissé les équipes, il va y avoir moins de mises à jour, et a priori ils ont abandonné l'e-sport dessus. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, en face ils ont LoL et ils ont Dota. Moi personnellement d'ailleurs, sur les trois, je préfère Heroes of the Storm parce que c'est vachement moins répétitif, t'as plus de maps, t'as de l'interactivité avec le... Donc à regarder, c'est vachement plus intéressant, personnellement. Le regard de ouais, on parle jeux vidéo, du coup Laurent est quand même... Voilà. Je suis mais bon, oui. A priori là, LoL reste quand même, on va dire... En gros, si on regarde sur Twitch, les jeux qui font le plus de visu, et là je parle des compétitions officielles, pas des gens pas des gamers qui streament, mais vraiment des compétitions officielles et tout. Les deux plus grosses locomotives, ça reste LoL, donc League of Legends, Dota est pas mal, et Counter-Strike. Donc CS, 20 ans, toujours devant. C'est hallucinant. Ouais, mais tu sais pourquoi? Et je pense que c'est pour ça qu'Overwatch a du mal, parce qu'en fait, Counter-Strike, même quand tu joues pas ou que tu connais pas, ou que tu regardes 100 spectateurs de la compète, c'est super lisible. Overwatch, ça part. Tu dois avoir le background des personnages. Même, en fait, ça part trop dans tous les sens. En fait. Overwatch, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des Lego. Ouais. Mais ouais, non, Overwatch c'est vachement bien, y compris pour jouer. Mais effectivement, je pense qu'ils ont un peu plus de mal au niveau e-sport parce que le public a du mal à accrocher parce que
quand ils voient. Oui, c'est-à-dire que tu as une proportion presque plus importante de gens qui regardent que de gens qui jouent. Sur LoL, bah ouais, par exemple, sur Counter-Strike, à mon avis, il y a même plus de gens qui regardent maintenant que de gens qui jouent. Mais sur Rainbow Six, il y a des vraies communautés en fait. Mais c'est des jeux qui sont même faciles à regarder. C'est comme regarder du foot en fait. Overwatch, c'est comme si tu regardais une équipe de foot, une équipe de hockey, une équipe qui était toute mélangée sur le terrain. Je vais me mélanger, je vais faire un parallèle un peu, mais est-ce que c'est pas un peu comme les gens qui regardent La Grande Vadrouille quand ça passe sur TF1? Est-ce qu'il n'y a pas un côté justement Madeleine de Proust aussi quand on regarde du Counter-Strike et qu'il n'y a pas dans les gens qui regardent des gens qui se disent ah j'en faisais quand j'étais jeune? Non. Alors après c'est peut-être moi personnellement. Je sais que encore du Street Fighter. Toi, je sais que de plus en plus en fait je regarde moins en moins de sport. Et je regarde de plus en plus d'e-sport. Mais le format est pas le même. Par exemple, ils ont limite. Enfin, les saisons de compétition, elles sont divisées en 4. Il y a 4 finales dans l'année. Il y a plein de. Enfin, ils ont plus de playoffs. Ça va se normaliser tout ça. Non, mais justement, c'est vachement bien. C'est vachement plus dynamique finalement que des athlètes qui doivent récupérer. Que de se taper une saison de NBA qui fait 80 matchs. Ouais. Tu vois en fait, et du coup, il n'y a pas de spectateurs parce qu'il y a les 3 quarts des matchs sont pas intéressants. Tu vois, enfin, ou sont joués d'avance. Ouais. Et ben en fait, tu m'inspires mon incompréhension avec laquelle je vais terminer. Vas-y. C'est un peu quand on a déconné avec les Overwatch, parce qu'il faut en terminer. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble déjà pour cette 3e partie. Et c'est à peu près ce qu'on a fait avec les autres aussi. Hein. Donc vous inquiétez pas, vous êtes dans la moyenne. Okay. Mais à moins nombreux, on est plus fort. Voilà, c'est ça. Donc si on avait été 3, mon Dieu. Et donc voilà, donc mon incompréhension, c'est un truc, bon, j'aime beaucoup les Lego. Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est les Lego Minecraft. Mais moi non plus. C'est-à-dire que c'est mais Minecraft, c'est déjà du Lego. C'est déjà du Lego. C'est déjà du Lego. C'est déjà des bonhommes pas beaux et ils refont les bonhommes en Lego Minecraft. Bah oui, c'est le moyen le plus simple. Enfin, du coup, tu pourrais avoir un éditeur de jouets qui doit redévelopper un système pour faire de Minecraft. Les Lego existent déjà, pourquoi ils leur vendent pas la licence? C'est hyper logique. Oui, mais pourquoi il y a des gens qui achètent ça? C'est plus ça le. S'ils le font, c'est que ça se vend. Bah oui. Parce qu'au départ, ils ont sorti une boîte. T'as des fans du jeu, c'est tout. T'as des fans du jeu, t'as des fans de gens qui regardent. C'est quand même des sets Lego finalement assez chers, assez pourris par rapport au contenu. Parce que pas très bien détaillés, des formes très basiques. Formes très basiques. Plus basiques que ce que certains font dans le jeu Minecraft. Non, par contre, ils ont des pièces plus rares, ils ont que des dalles de couverture. Enfin, c'est. Ouais. Bah, si. Tu veux beaucoup de dalles de couverture, tu achètes un set Minecraft. J'en ai commandé la semaine dernière. Ouais, bah voilà. Les gens qui font vraiment beaucoup de Lego. Ça coûte pas la même chose qu'un set normal où tu as moins de ce type de pièces, c'est tout. Et moi, je trouve ça tout à fait logique. Après, que Minecraft en soi fonctionne. Non, déjà, en fait, je comprends pas que ça marche autant, quoi. Qu'il y en ait autant de boîtes. Ah oui. C'est ça. Qu'il y ait 1 ou 2 boîtes pour des mecs qui s'amusent en plus du jeu et tout, mais qu'il y en ait. Là, il y en a un rayon entier, quoi. Il y en a un rayon entier avec des tailles de toutes les boîtes. Il y en a plus que des boîtes Marvel maintenant. Mais après, c'est peut-être aussi une. Après, ça coûte moins cher à faire. Hein. Et puis, à mon avis, la licence, elle est vachement moins chère à payer. Donc. Mais t'as aussi un effet de groupe peut-être plus développé. Par contre, il y a une grosse communauté sur Minecraft. Non, même un effet de groupe. Je vois mon filleul que j'avais branché sur 1 ou 2 jeux et qui lui plaisait, mais il n'a aucun gamin dans là où il vit qui joue. Et en fait, ils regardent tous la même chose et ils se passionnent tous pour la même chose et c'est hyper limité. Parce qu'il y a un effet de groupe très très fort. Fortnite. Et ne pas, à l'époque où c'était vraiment en développement, ne pas suivre Minecraft, c'était socialement compliqué pour les gamins de cet âge-là. Et puis c'est comme Fortnite aujourd'hui où les mômes ils passent plus de temps sur Fortnite à s'amuser entre eux, à discuter et tout. C'est devenu le MSN en fait de la jeune génération qu'à jouer finalement. Mais comme à l'époque, moi quand je jouais en guilde AWO ou des fois, je jouais même pas. On était avec nos montures dans Stormwind et on discutait entre nous. Voilà. Ouais, et ça c'est pas nouveau, mais c'est peut-être beaucoup plus développé maintenant, ce qui fait que sur ce type de truc, tu as peut-être une plus grosse communauté qui va se développer très fort et peut-être redescendre quand ils devront trouver du boulot et qui va remonter quand ils en auront trouvé. Et puis les phénomènes sont peut-être plus. C'est un fan de Transformers qui vous parle. Hein, il y a eu la même chose sur ça, il y a eu la même chose sur d'autres trucs avant. Mais ouais.
Bon, bah, on va terminer là-dessus. Et puis, bon, bah, comme on a fait pour les 3 parties d'avant, on va terminer en souhaitant un bon anniversaire à Bienvenue chez les Trouples, qui fête ses 2 ans. Donc, ouais. On peut faire juste. Je drop 3-4 noms comme ça. Juste. des news à Nico. Non, mais non, parce que du coup, tu te dis, fais un coup de cœur ou vas-y. Ok. Sur Netflix, Love, Death and Robots. Allez-y, c'est vachement bien. C'est un ovni total. C'est que des shorts. Ils sont tous différents, ils ont tous été faits par des designers différents, etc. C'est un peu comme Animatrix. Ouais, mais on va. Okay. Va voir, tu verras. C'est. Voilà, allez. Voilà. Et juste Shorta, Dragon Prince la saison 2 est sortie et il faut absolument que j'aille T'en mater. parles à chaque fois que tu viens. Mais ouais, parce que du coup, j'attends de voir effectivement. Ils avaient fait des annonces comme quoi effectivement, ils avaient pris conscience que, parce qu'on avait tous dit que l'animation c'était pas terrible, donc ils avaient fait beaucoup de progrès là-dessus. Et il faut absolument que j'aille me voir la série pour voir ce que c'en est. La petite a commencé, et elle a du mal à pas me spoiler, donc il faut que je me dépêche. D'accord. Ok. Bon, bah on va terminer après les news à Nico en souhaitant un. Moi je souhaitais lever mon verre à plein d'autres années pour les Trouples, pour les podcasts des Trouples, et le lever aussi vite fait pour Emma. Ça c'est bien. Voilà. Et puis aimez-vous. Ceux qui comprendront. Voilà, comme disent certains, aimez-vous les uns les autres, parce que on est à peu près tout ce qu'on a. Donc, voilà. Et puis continuez à nous suivre. Allez, à la prochaine. Voilà. Au revoir.